Une vie, une œuvre, bienvenue à tous. Aujourd'hui, 30 ans après sa mort à l'âge de 58 ans, en juin 1984, nous parlons de Michel Foucault. Voilà 30 années donc que Michel Foucault est mort et son travail n'a cessé depuis de nous questionner, de créer chez nous un utile inconfort, sans doute parce qu'il est mort du sida, parce qu'il travaillait sur tous les sujets qui nous dérangent collectivement, la prison, la folie, la sexualité, parce qu'il a mis en lumière d'une façon tout à fait nouvelle comment chaque époque produit des discours visant à départager le vrai du faux, le juste de l'injuste, le pur de l'impur, sans qu'il n'y ait bien entendu de vérité au sens strict à chacun de ces discours. Foucault a troublé la société française tout en l'éclairant, mais sa pensée a largement dépassé le cadre de l'Hexagone et il est, encore aujourd'hui dans le monde, le penseur le plus lu, le plus commenté de la deuxième moitié du XXe siècle. Il faut dire qu'il intéresse aussi bien les post-marxistes que les libéraux, les théoriciens de la littérature que les historiens des sciences, lui qui d'ailleurs se tenait à la frontière entre histoire et philosophie, montrant ainsi ce qu'a d'inepte l'obsession qu'a notre société de vouloir toujours classer et tout catégoriser. Retour aujourd'hui sur la pensée de cet intellectuel incontournable avec ce montage réactualisé d'une émission de 1988 que nous devons à Christine Goémé, chargée de réalisation, Laetitia Coya et Evelyne Frémy. Bon, la philosophie, qu'est-ce que c'est sinon, en gros, poser la question de ce que c'est que la vérité. Michel Foucault et les jeux de vérité. Non pas la question quelles sont les choses qui sont vraies et quelles sont les choses qui sont fausses, mais qu'est-ce que c'est que ça, finalement? Poser la question de la vérité. Comment se fait-il que dans une civilisation comme la nôtre, tout puisse s'ordonner, ou un nombre en tout cas considérable de choses, puisse s'ordonner à ce grand partage du vrai et du faux? Foucault trouvait que les paysages étaient trop beaux pour les gâcher par l'écriture. Lorsqu'on lui disait « j'ai un endroit sublime, vous seriez tellement bien pour écrire vos livres », il disait « quel dommage, faire un métier si pénible dans un endroit si beau ». Michel Foucault est sans doute le plus grand philosophe français de la fin de notre siècle. Pourtant, son style semble nous éloigner de ce qui passait pour être jusqu'à lui le rôle de la philosophie. Il nous entraîne loin des systèmes métaphysiques, pour faire du travail philosophique une enquête, toujours précise, consacrée aux structures immanentes de nos savoirs et de nos pouvoirs. Telle est sa révolution dans la philosophie. Ne plus dire ce que doit être le monde, ou la sagesse, ou l'homme, mais chercher comment notre façon de constituer en vérité l'expérience du monde, ou de la sagesse, ou de l'homme, s'est lentement élaborée. Faire de la vérité autre chose que l'effet naturel d'un savoir, la décrire dans ses conditions de possibilité, l'inquiéter de la proximité de la déraison, du crime, de la sexualité, du corps social ou individuel, tel est le déplacement discret et décisif qu'opère l'œuvre de Michel Foucault. Foucault a énormément insisté sur la très difficile problématisation de la relation entre l'écriture et la vie individuelle. Daniel Defer. Je voudrais vous rappeler un texte, une citation très très belle et très ironique, comme pratiquement toutes les expressions de Foucault. « Si quelqu'un pense que mon travail ne peut être compris sans référence à quelque aspect de ma vie, j'accepte de considérer la question. Je serais même prêt à répondre si je l'estimais justifiée. Ma vie personnelle ne présentant rien qui puisse intéresser, elle ne mérite point que j'en fasse un secret, ni par conséquent que je la rende publique. » Je crois qu'il dit exactement sa position sur ce qu'est la relation entre la vie et l'œuvre. Alors, ces repères chronologiques, moi c'est la vie. Alors, sa vie, bien, le public le sait peut-être plus. Il est né le 15 octobre 1926 à Poitiers, d'un milieu médical. Et un milieu médical, tant du côté paternel que maternel, c'est vraiment deux dynasties de médecins et de chirurgiens. Des gens du scalpel. Et vous savez l'importance du scalpel dans son œuvre et dans la naissance de la clinique. Et il a été en rupture avec un milieu médical, et une rupture qui était quand même difficile à réaliser dans cette famille, où il me disait souvent, si on n'est pas médecin, on doit être au moins professeur à la Sorbonne. Il y avait Jean Platard, le spécialiste de Rabelais, qui était son cousin, qui était professeur à la Sorbonne. C'était la seule conception que l'on avait de la déviance par rapport à la carrière médicale. Alors, ça a dû certainement beaucoup compter dans cette conception, je crois, assez fondamentale chez lui, que le modèle de la science de l'homme, c'est la médecine. Une science de l'individu
très fortement axé sur la négativité. Qu'est-ce que c'est que la médecine, sinon l'approche de l'homme par la maladie, par la pathologie et la mort? Et je crois qu'effectivement, il y a une sorte de paradigme médical de l'approche des sciences humaines. Mon problème à moi, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ça, parler, quelle est la réalité que l'on peut donner au fait de parler, quelle est l'efficace de la parole. Michel Foucault. Et si vous voulez, alors là, mon premier problème, historiquement, ça a été précisément la psychopathologie et la psychanalyse. Puisque j'ai découvert, premièrement, l'existence d'une maladie qui consistait essentiellement, non pas à avoir des symptômes, à présenter des symptômes ou des syndromes somatiques, mais qui présentait des symptômes ou des syndromes purement verbaux. Le fou, après tout, il se reconnaît à ce qu'il dit. Alors vous pensez que dans un milieu médical, dans un milieu de chirurgien, où toute maladie, c'était celle que l'on pouvait assigner très précisément en un point du corps, dans ce milieu-là, pour quelqu'un formé à l'intérieur d'un milieu comme celui-là, la découverte d'une maladie qui ne se présente que dans l'ordre du langage, c'est déjà bizarre. Mais alors, quand on s'aperçoit que cette maladie, qui ne se présente que dans l'ordre du langage, est en même temps une maladie que l'on va guérir, non pas avec le bistouri, ni avec le médicament, mais avec la parole, en parlant au malade, mieux encore, en le faisant parler. Alors, vous imaginez que c'était là quelque chose qui était, pour moi, théoriquement stupéfiant, à la fois scandaleux et scintillant, et qui m'a, je crois, profondément retenu. Vivait à Poitiers un autre médecin que le professeur Foucault père, qui était le docteur Beauchamp. Et ce fut le premier médecin français correspondant de Freud. Et ce docteur Beauchamp était un ami très proche des Foucault, et il a reçu Paul Michel, puisque c'était son nom de famille. Vous savez que Michel Foucault s'appelait pour l'état civil Paul Michel, et que c'est à l'école normale, au moment où PMF, Pierre Mendès France, était l'homme politique vedette, qu'il a été agacé par ce surnom et que finalement aussi, dans une rupture avec sa famille, il a publié ses écrits donc en supprimant un de ses prénoms. Et donc à ce moment-là, le jeune Paul Michel fréquentait beaucoup le docteur Beauchamp. Et j'ai ici, je peux vous les montrer, les premières archives freudiennes, c'est-à-dire tous les textes Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse de 1922, mais j'ai ceux depuis 1913, le Internationale Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse, tous les organes officiels de l'Association internationale de psychanalyse, présidée par Freud, tout cela était à Poitiers chez le docteur Beauchamp, qui non seulement les lisait et les commentait au jeune Paul-Michel Foucault, mais les lui a légués. Donc, si vous voulez, il a aidé à l'âge où les gens découvraient, je ne sais pas, moi, la bande dessinée, lui découvrait de première source, d'un correspondant de Freud, la psychanalyse dans sa gestation. Est-ce que ça a compté? Émotionnellement, absolument. Il était toujours ému de parler de ce moment de découverte. Ça ne l'a pas attaché fortement à la psychanalyse. Vous savez qu'il n'a pas eu beaucoup de contact avec la psychanalyse. Il a suivi bien sûr les écrits théoriques des principaux psychanalystes, mais il a eu cette relation biographique avec un des correspondants de Freud. En fait, quand on regarde les œuvres de Freud, on constate effectivement qu'il y a des lettres personnelles de Freud au docteur Beauchamp. Tout cela allait directement dans l'oreille attentive de quelqu'un qui a été en un sens plus intéressé par le statut de la folie que par le statut de l'analyse. Foucault n'a pratiquement jamais parlé de lui-même, sauf dans une revue indienne. Une revue indienne d'Indiens du Canada, d'Indiens qui valorisent énormément le silence. Une revue qui a été diffusée sans doute à 6 exemplaires. Et c'est très curieux. Quand il parle de son enfance, il ne donne aucun souvenir d'ordre familial, d'ordre affectif, d'ordre relationnel, d'ordre émotionnel. Il donne un souvenir politique. Il parle de la guerre comme de l'horizon de leur enfance et de sa vie. Et vous savez si la réflexion sur la guerre a été importante, parce que sa réflexion sur le pouvoir, c'est une réflexion stratégique, c'est une réflexion qui est en termes de relations de force et pas en termes d'analyse de la société. Et c'est-à-dire que c'est en rupture très forte avec une analyse de type marxiste.
Vous savez, j'ai une très belle lettre que Foucault m'a envoyée de Tunisie, où il venait de découvrir les Black Panthers. Et dans cette lettre, il analysait comment les Black Panthers raisonnaient en termes de stratégie avant de raisonner en termes de rapport économique ou en termes d'analyse de société. Ce n'était pas une analyse militariste, c'était une analyse militaire. Ce n'est pas la même chose. Militariste, c'est une idéologie. Militaire, c'est une méthodologie. Et cette lettre, elle date de 1965 ou 6, donc bien avant les événements de 68. Et on peut dire que bien avant les événements de 68, il avait déjà, et ça c'est assez caractéristique de rapport entre son engagement, ses écrits, il avait déjà modifié énormément ces instruments d'analyse qui ont pu apparaître dans les années 68 très en conformité, notamment cette analyse du pouvoir, des rapports de violence. En 68, ça a pu apparaître très en conformité avec ce qui apparaissait sur la scène. Mais en fait, ça avait commencé dans les 2 années antérieures. Et ça, c'est quelque chose de très, très caractéristique quand même. C'est les très curieux jeux chronologiques entre l'œuvre et la vie. Pensez que l'histoire de la folie paraît en France en 1960, c'est l'époque où je l'ai rencontré. Il venait de recevoir les épreuves de l'histoire de la folie. Ça a été écrit à Uppsala à partir de 1955 et terminé à Varsovie. Et dans un contexte très loin de l'antipsychiatrie, dans un contexte très loin de la pratique médicale concrète. Certes, il connaissait bien la pratique médicale concrète. Vous savez qu'il a travaillé 3 ans à Sainte-Anne dans le service de lait et qu'il a fait des encéphalogrammes, qu'il avait une grande connaissance clinique de la maladie mentale et de l'institution psychiatrique. Mais à ce moment-là, le thème de l'antipsychiatrie n'existait pas. Lang et Cooper sont ses contemporains, mais les travaux se sont faits simultanément sans se connaître. Donc il a travaillé sur archives, dans les bibliothèques suédoises, dans la solitude de l'hôtel Bristol entouré d'espions à Varsovie, et il fait ce livre qui apparaît dans les années 66-68 comme une des bibles de l'antipsychiatrie en consonance complète avec le moment. Donc on pourrait dire qu'il a anticipé l'histoire. Or, dès ce moment-là, il avait envie d'écrire sur la prison. Et lorsque je suis venu avec des camarades de la gauche prolétarienne, lui proposer de créer une commission d'enquête sur le monde pénitentiaire, j'étais un peu inquiet parce que j'avais peur de le distraire de son travail et j'avais oublié une note en bas de page de l'histoire de la folie où il annonçait un travail sur les prisons. Donc, dès 60, il annonçait ce travail sur les prisons. Je lui propose donc cette commission d'enquête, c'est devenu le groupe Information sur les prisons, et il est à ce moment-là, à partir de l'année 71, si mes souvenirs sont exacts, février 71, lorsque nous avons créé le groupe Information sur les prisons jusqu'en 74, il était complètement investi, en plus de son travail universitaire, dans un travail militant, concret, de terrain. Eh bien, précisément, parce qu'il faisait un travail de terrain, il a refusé d'écrire sur les prisons et d'avancer son œuvre. Et Surveiller et punir est paru plusieurs années après, de façon à ce qu'il n'y ait pas, et c'était un scrupule moral, je crois, de façon à ce qu'il n'y ait pas à l'égard des détenus le sentiment que lui, à travers cet engagement militant, poursuivait une œuvre. Au contraire, il avait retardé son travail d'écriture pour mieux s'investir et ne pas donner le sentiment que ça avait été une expérience clinique par rapport à un projet propre. Et c'est en 1975 que Surveiller et punir a apparu, où il a dit que son expérience pratique d'engagement avait beaucoup compté, mais je pense que le projet était déjà mûr avant. Nous allons maintenant situer la problématique de Michel Foucault. Quelle place le philosophe doit-il occuper? Est-il voué à donner à son temps des leçons
dont il serait le dépositaire magistral? Ou bien, dans la lignée de Kant et de l'épistémologie française, doit-il être plutôt porteur d'une parole interrogative et critique? N'a-t-il pas pour rôle, François Ewald, de questionner tout ce qui se pense à partir de son propre impensé? Foucault n'est pas un philosophe à système. Foucault n'est pas un philosophe à intuition. Il n'est pas un philosophe à principe. Ce n'est pas un philosophe à doctrine. Ce n'est pas un philosophe dogmatique. Il n'est pas un philosophe qui procède par intuition. À la notion de système ou de doctrine, il opposerait certainement la notion de critique. C'est un philosophe qui plutôt va mettre en question, va réfléchir les conditions de possibilité, disons, de la philosophie d'une époque. Alors comment va-t-il le faire? En essayant de voir quelle relation, quel rapport il peut y avoir entre une série de faits. La préoccupation permanente, la préoccupation rigoureuse de Foucault, au fond, concerne toujours les faits. Les faits, ça s'oppose aux interprétations. Foucault est un philosophe dont peut-être l'impératif, ou un des grands impératifs de pensée, c'est toujours de distinguer entre un fait et son interprétation. Faire apparaître des faits, produire des faits, plutôt que des interprétations. Eh bien, il y a des faits qui sont de l'ordre des pratiques, de l'ordre des matérialités, et puis il y a des faits qui sont de l'ordre des discours, de l'ordre des idées. La méthode de Foucault, ça consiste à suivre les uns et les autres, à les mettre en rapport, mais sans jamais réduire l'un à l'autre. Par exemple, dans l'histoire de la folie, Foucault étudie et met en relation des faits qui sont d'ordre politique et social, le grand renfermement, et tout ce qui est lié à ces pratiques de l'enfermement, les dispositifs médicaux qui les accompagnent, et puis les fameux textes sur Descartes, et puis par exemple des discours philosophiques qui d'une certaine manière semblent très éloignés, mais au fond peuvent être mis en relation avec eux. On retrouvera un peu la même chose dans Surveiller et punir, où Foucault va étudier de cette manière parallèle à la fois les faits politiques qui sont liés aux disciplines, aux technologies des disciplines, et en même temps les philosophies réformatrices, des pénalistes ou des réformateurs sociaux. Alors cette méthode qui consiste donc à étudier en fonction de certains problèmes les différentes strates en quelque sorte à partir duquel le problème se pose, le problème se formule, le problème trouve sa solution. Foucault appelait ça archéologie. Parce que c'est un travail qui, encore une fois, ne vise pas à retrouver un principe d'une époque, qui ne vise pas à retrouver l'idée d'une conjoncture, qui vise au contraire à démembrer tout ça pour voir les différentes strates archéologiques qui rendent possible certains énoncés, certaines conduites, certaines politiques, à certains moments, qui les rendent même nécessaires, sans les réduire à l'unité des systèmes, c'est-à-dire en étant ouvert à tous les décalages qui peuvent se produire les unes par rapport aux autres, parce que chacune de ces réalités a sa propre histoire, a son propre régime historique, son propre développement, ses propres décalages, etc. Foucault, c'est une philosophie qui, par rapport aux autres philosophies, est une philosophie qui a fait radicalement son deuil de toute pensée de l'origine. Dans mon livre précédent, j'avais tendu bêtement un vilain piège au lecteur. Je l'avais appelé « Les mots et les choses », ce livre. Michel Foucault. Et bien sûr, les lecteurs ont dit « Eh bien, c'est drôle, on ne voit pas les choses ». Et en effet, jamais le monde extérieur n'était invoqué comme tel. Je parlais par exemple de l'histoire naturelle, mais je n'ai jamais décrit les animaux ou les plantes elles-mêmes, je n'ai jamais fait intervenir l'objectivité des animaux et des plantes dans l'analyse
du discours des naturalistes. Ou encore, j'ai parlé de l'économie politique, mais je n'ai jamais parlé des processus économiques eux-mêmes. Donc ça s'appelait les mots et les choses, et les gens ont eu raison de dire « mais il n'y a pas de choses du tout ». Et puis il y en a eu d'autres, plus sages encore, qui ont dit « mais vous savez, il n'y a même pas de mots ». Car, dire vrai, je ne faisais pas non plus une analyse linguistique. Je ne faisais pas une analyse linguistique et je ne posais pas le problème de savoir le rapport, le vieux problème platonicien, du rapport qu'il peut y avoir entre les choses et les mots. Est-ce que les mots sont complètement arbitraires? Est-ce qu'ils peuvent se passer des choses? Ou est-ce que les choses sont présentes d'une manière ou d'une autre dans les mots? C'était un titre piège. Je voulais montrer en quelque sorte que je me plaçais non pas exactement à mi-chemin, mais dans une dimension autre, que contrairement à ce qu'on pouvait croire, les discours n'étaient pas faits d'un entrelacement de choses réelles avec des mots arbitraires, que ce n'était pas le tissu de l'objectivité du monde entrecroisé avec la trame de notre vocabulaire, que les discours, c'était une pratique autonome qui était en quelque sorte extérieure aux mots et aux choses, bien qu'à chaque instant, il fût question des choses, et bien qu'à chaque instant, des mots fussent utilisés. Et c'est cette spécificité du discours hors des mots et hors des choses, c'est cela que j'avais voulu faire apparaître et que, à vrai dire, j'avais ironiquement masqué sous le terme les mots et les choses. La spécificité du discours, j'essaie de la faire apparaître en elle-même et de montrer comment elle est reliée à des éléments qui lui sont extérieurs, qui sont, si vous voulez, des choses, qui sont, si vous voulez, du réel, mais ils ne sont pas reliés comme, en quelque sorte, une vérité que les discours auraient à exprimer ou à refléter, non pas un ensemble de choses réelles que le discours devrait désigner ou décrire. J'essaie de montrer les rapports qu'il y a entre une réalité qui est disposée d'une certaine manière et la façon dont un discours peut naître et se former à partir de cette réalité historique, sociale, institutionnelle qui caractérise une culture à un moment donné. Autrement dit, c'est le rapport antérieur et non pas postérieur des choses au discours. Je veux dire, je n'essaie pas de montrer comment un discours peut arriver finalement à énoncer la vérité des choses, mais j'essaie de montrer comment, à partir d'un certain nombre de choses, à vrai dire, des éléments comme des institutions, des pratiques sociales, des techniques, etc., comment, à partir de ces choses, peut naître une pratique spécifique qui n'est pas le reflet des premières, mais qui pourtant prend appui sur elles, pratique spécifique qui est la pratique du discours. Et c'est ce rapport antérieur des choses avec le discours, c'est ça que j'essaie de faire apparaître. Et c'est en ce sens une question qui est tout à fait extérieure à la philosophie, dans la mesure où la philosophie a toujours posé le problème de savoir comment, de l'intérieur de ma conscience, est-ce que je peux arriver jusqu'à l'extériorité des choses. Enfin, ça a été toute la grande question de la philosophie, c'est-à-dire de l'idéalisme, car toute philosophie, au fond, est idéaliste, et dès qu'une philosophie n'est plus idéaliste, elle n'est pas une philosophie, elle devient autre chose, une théorie politique, peu importe. Eh bien, ma question n'est pas une question philosophique, ce n'est pas non plus une question idéaliste, c'est tout l'inverse. Le problème est de savoir comment, de l'extérieur des choses, on peut arriver à un ensemble de règles qui régissent de l'intérieur une pratique discursive. L'archéologie du savoir est le seul livre consacré un peu longuement à la méthode telle que Foucault l'a mise en œuvre de l'histoire de la folie jusqu'aux mots et les choses. On peut donc se demander, François Wahl, comment précisément l'archéologue et le généalogiste des savoirs va opérer et quel type de distance il prend par rapport à ces objets. Le premier point, c'est que, comme au fond, la plupart de nos contemporains, et en ce sens c'est vraiment un des traits caractéristiques de cette époque, ce qui l'a intéressé, ce sont les discours, soit le discours de la médecine, le discours de la punition,
le discours de la sexualité. Et ceci, il ne faut jamais l'oublier. Il aborde des champs d'activité ou de problématiques là où ils se parlent et tels qu'ils sont parlés. Le deuxième point, c'est que ces discours, il les prend, si je puis dire, par en dessous. Il les déplace et il les étudie à un autre niveau que celui auquel, à première apparence, il se donne. On peut, par exemple, considérer que le discours médical ou le discours philosophique se définissent par un objet. Dans le premier cas, repérer la maladie et la soigner. Dans le second cas, repérer la vérité et l'atteindre. Qu'ils se définissent par un objet et ensuite par une certaine position de celui qui parle en face de cet objet. Le philosophe est celui qui se pense en état de repérer la vérité. Le troisième point est que dans chacun de ces discours, on assiste à un enchaînement de concepts qui se donnent des allures de déduction, qui s'enchaînent les uns aux autres d'une façon qui doit opérer démonstration. Et le quatrième est que, pour faire toutes ces opérations, chacun, selon l'époque, choisit ou s'organise autour d'un thème. Par exemple, à une certaine époque de la zoologie, la classification. Eh bien, la pratique propre de Michel Foucault, c'est de ne se laisser prendre à aucun de ces traits caractéristiques d'un discours dans sa surface et de se porter, je disais, en dessous ou ailleurs pour y repérer d'autres organisations et des organisations qui sont à la fois plus constituantes et plus sourdes aussi. Je ne fais pas de la philosophie dans ce que je fais. Et j'aurais à me nommer, à me donner une étiquette, à dire quel je suis, j'avoue que je serais terriblement embarrassé. Je ne pose pas la question de qu'est-ce que c'est que connaître. Mon problème n'est pas de savoir si les discours scientifiques sont vrais ou pas, s'ils ont rapport à une objectivité ou non, s'il faut les considérer comme simplement cohérents ou seulement commodes, s'ils sont l'expression d'une réalité extérieure ou pas. Tout ça, ce ne sont pas mes questions. Si vous voulez, je ne mettrai pas mon livre sous la rubrique savoir et vérité ou connaissance et monde extérieur. Le savoir, c'est François Val. Ce qui s'organise comme état de discours selon des règles chaque fois particulières. Quand il s'agira du discours de la sexualité dans l'Antiquité, on verra que ce qui est déterminant comme organisation de tout le discours, même quand il prend des allures spéculatives et philosophiques, ce qui est déterminant, finalement, c'est une certaine pratique propre à l'homme libre, à l'homme au mâle libre, et qui doit, jusque dans la sexualité, continuer d'affirmer toujours sa liberté de mâle. On pourrait presque dire sa souveraineté de mâle. Donc, il s'agit chaque fois de repérer le point à partir duquel se met à jouer un discours, et ce jeu engendrant de proche en proche toutes les ramifications qui vont donner ce qu'on peut appeler le discours de surface. Et pour bien illustrer ce que c'est ainsi qu'un savoir, il faut dire que jusqu'au découpage de surface qui me fait poser que Platon est un philosophe, que Linné est
est un botaniste, que Claude Bernard est un médecin, eh bien, ces différents discours, que je prends dans une répartition historique complètement folle, ces différents discours sont de fausses unités de discours. Parce qu'à chaque moment, et c'est ce que, dans Les mots et les choses, Foucault appelait les épistémés, à chaque moment, un certain régime de discours qui caractérise l'époque va régner sur toutes les disciplines de l'époque. D'ailleurs, entraînant la prévalence de l'une ou l'autre. De sorte que il faut beaucoup se méfier de ces classifications et de ces césures de discours sur lesquelles nous vivons en surface, et que nous allons les voir quand nous pousserons l'analyse du côté du savoir, nous allons les voir se réorganiser d'une façon tout à fait différente. Nous allons voir des passerelles entre deux discours de type en apparence complètement distincts, et nous allons voir à l'intérieur d'un même discours s'opposer des niveaux d'organisation différents. Par discours, je n'entends pas Michel Foucault. Telle ou telle phrase déterminée, ou tel ensemble de phrases tel que vous pouvez le trouver dans un livre. Mais par formation du discours, j'entends l'ensemble des objets dont on peut parler dans un discours, dans un texte, dans un livre. Par exemple, je dirais que le discours médical, à partir du XIXe siècle, est caractérisé par le fait qu'il peut, pour la première fois, s'adresser à un ensemble d'objets qui étaient inaccessibles au discours médical du XVIIIe siècle. Cet ensemble d'objets, au XVIIIe siècle, l'ensemble des objets auxquels on s'adressait, qu'est-ce que c'était ? Eh bien, c'était le teint du malade, c'était la couleur de son urine, c'était, à partir du milieu du XVIIIe siècle encore, c'était son pouls, c'était sa toux, c'était ses yeux, c'était, enfin bon, essentiellement les éléments de surface de son corps, à partir du XIXe siècle. L'objet du discours médical, ça va devenir pour la première fois l'intérieur du corps. On va ouvrir l'intérieur du corps et on va découvrir des organes. Découvrir, ce n'est pas vrai, on savait bien qu'ils existaient, on savait bien que les hommes avaient un estomac et des poumons, mais ce n'était pas cela qui était l'objet du discours médical, l'objet de la pratique médicale et l'objet de l'intervention médicale. À partir du XIXe siècle, c'est là qu'on va chercher le foyer de la maladie. Quand quelqu'un toussera, on se dira qu'est-ce qui se passe dans son poumon. Et on va chercher, par un certain nombre de techniques, qui vont être le stéthoscope, qui vont être l'anatomie du cadavre si le type est malade, qui va être la percussion, etc. Si cette toux vient d'une lésion du type de la tuberculose, ou si c'est dû à une bronchite, ou si c'est dû à une pleurésie. Et on va ainsi constituer toute une anatomie pathologique. Bien plus, quand on aura affaire à quelqu'un qui est tuberculeux, on pourra, au moins après sa mort, on se mettra à regarder quelle était la nature du tissu, quelle était l'altération caractéristique du tissu tuberculeux. On va soumettre ça au microscope et on va essayer de savoir en quoi consiste la tuberculose. Tout ça, c'est une série d'objets médicaux absolument nouveaux. Absolument nouveaux, et pourtant, au XVIIIe siècle, on avait tout pour faire ça. On savait assez d'anatomie pour savoir ce que c'était que les poumons. On pratiquait déjà l'autopsie des cadavres. Il y avait bien longtemps que ce n'était plus un tabou. Il y avait bien longtemps que c'était parfaitement autorisé. Et troisièmement, on avait un microscope pour regarder de plus près et en plus gros ce qui pouvait se passer dans un organisme. Or, tout ça, on ne s'en servait pas. Ça a été la mise en relation de toutes ces techniques qui étaient pourtant préexistantes, de tous ces savoirs qui étaient pourtant préexistants. C'est cette mise en liaison qui a fait apparaître une couche d'objets absolument nouveaux. Cette couche d'objets nouveaux, c'est celle qui caractérise le discours médical. Est-ce que vous voulez bien qu'on regarde quelques photos ? Vous pourriez peut-être me les commenter. Il y en a une qui est magnifique, qui est au Japon, je crois. Tout le monde est chauve. Et alors Foucault a l'air parfaitement dans son élément. Ah, ça, c'est le Roshi Foucault.
Roshi, vous savez, c'est une sorte de maître à penser supérieur dans la spiritualité et l'organisation monastique bouddhiste. Daniel Defer. Oui, c'est un séjour au Japon qui doit être en 78. Oui, nous avions fait un séjour dans un monastère zen. Et c'était l'époque où Foucault commençait à travailler sur le pouvoir pastoral. Si vous voulez, c'est le début de ce grand travail sur la théologie chrétienne et la mystique chrétienne qui a préparé l'histoire de la sexualité, et notamment le volume non publié, Les aveux de la chair, et le volume détruit qui concernait la sexualité à l'époque de la Réforme. Et bon, pour en venir à ce séjour au Japon, Foucault avait tenu à connaître davantage la mystique et la méthode zen. Et nous avons fait un séjour dans la région de Kyoto, où il a rencontré la plupart des penseurs bouddhistes, où il y a eu plusieurs conférences et plusieurs échanges, notamment sur la notion de pastoral dans le christianisme opposé à d'autres questions. Je me rappelle un débat passionnant où le berger et l'agneau et la brebis égarés de la mystique chrétienne étaient opposés au brin d'herbe de la pensée bouddhiste. Et ce séjour dans un monastère sur les pentes du Fujisan a suivi de quelques jours ces débats avec les bouddhistes de l'université de Kyoto. Nous avons donc participé à ces exercices de méditation, vous savez, ces heures où l'on est en position de lotus, où l'on reçoit de temps en temps ce coup de cette lame de bois très dure dont on vous frappe l'épaule à la fois pour vous détendre et ranimer votre attention. Et Foucault avait accepté ces exercices avec une grande tension, une grande intensité. Il faut dire que Foucault était très impressionné par le zen. Je crois parce que dans sa compréhension du zen, il avait beaucoup médité Rigel, et je pense que dans sa compréhension du zen, ce qui l'intéressait, c'était que le faire était plus important que l'être. Que, au fond, l'individu était totalement investi dans la discipline, dans l'apprentissage, dans le perfectionnement, beaucoup plus que dans l'identité. Je crois que les cultures de l'identité l'inquiétaient fortement et qu'il a cru entrevoir dans le bouddhisme quelque chose qui n'était pas une culture de l'identité. Travailler, disait Michel Foucault, c'est entreprendre de penser autre chose que ce qu'on pensait avant. Les 2 derniers livres parus, L'usage des plaisirs et Le souci de soi, illustrent bien un tel propos. Ils décrivent les modalités du rapport à soi et à son désir dans la pensée grecque classique et dans les doctrines morales et médicales de l'Empire romain. Non pour nous rassurer sur la continuité de notre perception de l'amour et de son sujet, mais pour démontrer que le sujet est à la fois fondateur d'une expérience de vérité et qu'il est soumis, lui aussi, aux variations d'une histoire. Ainsi, la vérité et le sujet, solidaires l'un de l'autre, sont-ils à la fois voués à l'effacement et nécessaires à l'expérience. Dans l'introduction de L'usage des plaisirs, Foucault explique comment il se situe dans la continuité de ses travaux. Cependant, Christian Jambet, ses 2 derniers livres marquent aussi une rupture dans sa production antérieure. En réalité, il y a un fil qui court à travers tous les livres de Foucault et qu'il a tenu à mettre en lumière, et c'est celui de la recherche d'une histoire de la vérité. Alors, j'ai l'impression qu'il a tenu à insister là-dessus pour la raison suivante. C'est qu'on a mal compris son rapport à la vérité. La plupart du temps, on fait comme si le travail généalogique ou archéologique de Foucault était le fruit d'un profond scepticisme à l'égard du vrai. Alors que ce qu'il essaye de dire, c'est que la vérité, c'est l'effet que produisent des discours à travers lesquels des sujets se représentent l'expérience qu'ils font du réel, ceci toujours à travers une histoire, bien entendu,
mais de telle sorte que cette expérience se vérifie, c'est-à-dire fabrique sa propre vérité, son authenticité. Et ceci suppose bien entendu que ces sujets, de manière très active, pensent et organisent, c'est-à-dire problématisent la vérité de leur expérience. Alors, ils peuvent la problématiser dans l'espace de la raison et de la folie, ils peuvent la problématiser dans l'élément de la description et de l'analyse des corps, ils peuvent la problématiser dans l'élément de la moralité, etc. Finalement, il s'agit de montrer comment un univers vécu devient vrai pour des sujets qui le vivent à une époque donnée, historiquement située. Et par conséquent, il s'agit de montrer qu'il n'y a pas de conflit insoluble entre l'existence de la vérité et son historicité fondamentale. Alors, du même coup, j'ai l'impression que Michel Foucault a voulu, en insistant ainsi sur l'historicité de la vérité et en même temps sur la présence d'un effort de vérité dans l'existence des sujets historiques, il a voulu montrer qu'il n'y avait pas de différence fondamentale entre l'histoire de la morale et l'histoire des précédents objets auxquels il s'était intéressé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vraiment neuf? C'est l'apparition du concept de problématisation ou de subjectivation. En quoi est-ce que ces concepts sont nouveaux par rapport finalement à toutes sortes de théories qu'on connaît de la subjectivation? L'idée la plus claire me semble être la suivante. On pense très couramment la moralité sur le mode de l'interdit. C'est-à-dire que les systèmes de morale seraient imposés de l'extérieur de la vie des gens, par exemple du point des institutions ou du point des préjugés ou des croyances, et ces systèmes de la moralité auraient pour but de refouler, d'opprimer et de censurer les désirs et les activités ludiques visant à la jouissance. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le lien transgression. Voilà, c'est ça. Alors la moralité aurait pour fonction d'interdire et les désirs de transgresser l'interdit. Voilà, auraient pour but plus ou moins avoué de transgresser ces interdits. Et bien entendu, cela signifierait que le sujet serait du côté d'une sorte de désir naturellement en expansion, tandis que l'institution sévère et austère serait du côté de l'interdit. Ce que veut montrer Michel Foucault, c'est qu'au contraire, la naissance du sujet spécifique à cette époque qu'il étudie, c'est-à-dire la Grèce classique puis la Rome républicaine, la Rome impériale, la naissance de ce sujet ne se situe pas en dépit de l'interdit dans une sorte de jeu simple, de conflit à l'égard des institutions. C'est pas ça du tout. Il n'y a pas une sorte de bon sujet du désir qui résisterait et qui naîtrait de cette résistance même à l'effort qui consisterait à le moraliser. Mais il étudie au contraire la manière dont les hommes, ou en tout cas certains parmi les hommes qui vivaient à cette époque et dans cette culture, en particulier les médecins, les philosophes, les moralistes, ce qu'on appellerait aujourd'hui les intellectuels, les gens qui se chargent finalement de façonner le discours, comment ces gens-là, en problématisant, c'est-à-dire en transformant en problème, en question à régler, à discuter, à mettre en forme leur existence, donc en problématisant leur existence, en s'interrogeant sur ce que doit être leur désir, sur la manière dont on doit le satisfaire, sur les manières au contraire dont on doit éviter tel ou tel péril qui menace l'accomplissement de ce désir, eh bien ils ont créé des systèmes de moralité et plus généralement une vision éthique de leur vie subjective qui est en même temps une théorie de la liberté. Et donc comment finalement le sujet date son acte de naissance d'une problématisation de son expérience du désir, et même de l'expérience sexuelle et corporelle tout court, et en même temps de la description et de l'analyse, voire de la régulation morale de cette expérience à travers un certain nombre de systèmes de pensée. Donc on sort aussi, au fond, même de l'idée qu'on a pu avoir de ce que recouvrait le concept d'expérience. Alors l'expérience,
Dans l'histoire de la folie, c'était très nettement, surtout lorsqu'on parlait de l'expérience du fou, ce continent ou cette zone que le discours tente de recouvrir, qu'il tente de maîtriser et qu'il tente finalement de domestiquer. Et par conséquent, l'expérience, c'est l'autre du discours de la maîtrise. C'est ce qui est derrière les murs de l'hôpital ou de l'asile ou de la prison, et dont finalement notre culture tente de ne rien savoir, tout en aiguisant d'ailleurs les appareils de savoir qui permettront de le dominer et de l'opprimer. L'expérience est la figure un peu romantique de l'autre. Alors qu'ici, l'expérience, c'est la problématisation elle-même. C'est le fait, à partir d'une matière vivante, qui est la matière des besoins et des désirs, de créer des formes. Des formes à travers lesquelles cette matière va pouvoir être vécue, pensée, dominée bien entendu. Mais ça ne veut plus dire tout à fait opprimée. Et je trouve tout à fait extraordinaire que la constitution de soi, comme dit Foucault, du sujet, très différente de ce qu'on appelle d'habitude en philosophie conscience de soi, cette constitution de soi devienne possible pour un grec ou pour un romain de l'Antiquité, à la fois à travers des pratiques réelles d'austérité et, ce qui pourrait sembler contradictoire, des pratiques non moins réelles de liberté. On voit comment austérité et liberté se combinent dans un jeu assez subtil pour permettre l'apparition d'un soi, d'un sujet. Et donc on a cette idée très profonde que le sujet existe bien, qu'une culture suppose, en particulier à cette époque-là, la constitution d'une figure du sujet qui deviendra l'idéal, en particulier des classes qui ont les moyens et le loisir de cette subjectivation. Donc ce sujet a une réalité, mais que cette réalité est à la fois fondatrice et historique. Le sujet a besoin de toute une histoire pour parvenir à sa maturité, à sa constitution, et ceci à travers l'élaboration de doctrines philosophiques et morales, par exemple tout ce qui s'est élaboré dans l'élément du pythagorisme, du platonisme, du stoïcisme, ou encore à travers les œuvres des grands médecins grecs. Mais une fois sorti ainsi de sa propre histoire, ce sujet devient à son tour fondateur de conduite, de jugement, et finalement conditionne l'ensemble de la vie de ceux qui ont pris acte de ce travail de subjectivation. C'est une rupture par rapport à la théorie analytique freudienne, mais aussi, on peut penser, par rapport à la morale kantienne. Tout à fait, parce que la morale kantienne suppose aussi qu'il y a, indépendamment de toute espèce de condition, historique ou autre, un impératif qui est l'impératif catégorique, fais en sorte que la maxime de ton action puisse devenir maxime universelle, et qu'au fond, la liberté, c'est l'effet dans la vie subjective de la découverte de cette loi morale. La loi morale illumine brusquement le sujet qui se découvre comme une conscience inconditionnée pouvant agir dans le monde indépendamment des conditions qui le déterminent par ailleurs comme être phénoménal. Alors qu'ici, il nous est montré que la liberté est une certaine forme de rapport de l'individu à lui-même, dit Foucault. Il montre comment, d'abord, la liberté elle-même est historique. Il y a une histoire des formes de la liberté. Il y aura une liberté chrétienne, qui sera le fruit de toutes les techniques de l'aveu et de la confession. On se libérera du péché, c'est un tout autre rapport au corps et à la vérité. Et puis il y a cette liberté antique, à l'égard de laquelle on a l'impression que Michel Foucault est à la fois dans l'admiration et un peu dans la distance ironique, et qui est une liberté qui est un travail, qui n'est pas du tout l'application d'une loi, le respect d'une loi, même d'une loi que la volonté se serait donnée à elle-même, mais un travail sur soi. L'individu se façonne, il se donne une forme, d'autant plus belle qu'elle est plus travaillée. Elle est un pouvoir qui s'exerce sur soi-même, dit-il, avant d'être un pouvoir qui s'exerce sur les autres. Et là aussi, il y a une découverte tout à fait intéressante. L'idée, n'est-ce pas, que le pouvoir ne soit pas par essence mauvais ou bon, mais qu'il ne puisse s'exercer dans ce type de culture qu'à la condition d'abord de s'exercer sur l'individu lui-même.
et qu'il y a donc une identité profonde du sujet de la connaissance et du sujet moral, ce qui n'est pas un thème kantien, c'est plutôt un thème anti-kantien. L'idée que plus on se connaît soi-même, et plus on se travaille soi-même, plus on lutte avec soi-même et contre la violence de ses désirs, plus du même coup on est libre et moral. Je crois que Michel Foucault. Les hommes font quelque chose quand ils parlent, ils font quelque chose quand ils parlent, exactement de la même façon qu'ils font quelque chose quand ils fabriquent un objet. Le discours, ça se fabrique. Le discours, une fois fabriqué, ça existe. Une fois que ça existe, ça subsiste. Une fois que ça subsiste, ça fonctionne. Et une fois que ça fonctionne, ça se transforme, ça a des effets, etc. C'est cette consistance interne du discours en quelque sorte comme objet fabriqué, cela que je voudrais arriver à restituer. Et alors, ça me conduit à un certain nombre de conséquences, ça m'a conduit à un certain nombre de conséquences qui vraiment étaient assez involontaires. Enfin, je veux dire, je ne les avais pas dans la tête au moment où j'ai essayé une analyse de cette espèce de fabrication du discours. Ça m'a conduit à ceci, c'est que premièrement, cette fabrication, elle n'est pas sans règle. On ne fabrique pas à une époque du discours comme on en fabrique à une époque ultérieure. Et on n'en fabrique pas quand il s'agit, par exemple, de faire de l'histoire naturelle, on ne fabrique pas du discours sur le même modèle et selon les mêmes règles que lorsqu'on fabrique du discours pour faire des mathématiques ou pour raconter l'histoire des institutions politiques ou pour inventer un roman ou pour écrire de la poésie. À l'époque du groupe Information sur les prisons, nous avions fait circuler dans les files d'attente des familles de détenus des questionnaires. Et, Daniel Defer. Vous savez qu'il est très difficile d'interroger un prisonnier sur ses conditions de détention dans un parloir. C'est interdit, c'est surveillé. Et en plus, les familles ont aussi des choses plus immédiates à demander. Donc, nous avons vu très souvent des familles décomposer le questionnaire en questions et semaine après semaine venir chez Foucault apporter la réponse. Il le recevait interminablement. Les samedis après-midi, à partir de 4 heures, c'est-à-dire après l'heure des visites dans les prisons, il était là chez lui. Ça s'était su, je ne sais comment, à disposition des gens, puisque l'adresse du GIP, en fait, était l'adresse de son appartement. Il n'y avait aucune protection. Et les gens venaient et lui apportait des bouts de réponse au questionnaire, lui parlait des prisons. Il a eu comme ça, par ce biais complètement inattendu, un rapport extrêmement dense avec tout l'entourage des familles, des anciens prisonniers. Bon, il en recevait énormément. Et il y a eu quelque chose de très bouleversant après sa mort. C'est que des gens anonymes sont venus déposer des bouquets à sa porte. Le rôle de la philosophie ne consiste pas à nous rassurer Christian Jambet. en nous montrant l'ensemble des figures qui seraient les synonymes de nous-mêmes, de sorte que nous pourrions penser que notre mode de vie, la manière dont nous concevons la liberté, par exemple, sont des formes éternelles, mais au contraire à nous montrer non seulement le passage entre des formes successives, mais la manière dont nous ne cessons d'inventer des formes en nous déprenant, c'est-à-dire en nous éloignant, en abandonnant. Le verbe se déprendre est presque plus fort que le verbe critiquer. La révolution chrétienne ne va pas seulement critiquer l'éthique stoïcienne. Elle va créer quelque chose de si puissant que la forme ancienne va s'effacer. Et c'est là peut-être un des maîtres mots de la pensée de Foucault. L'effacement. Les formes positives ne se nient pas les unes les autres, elles apparaissent, elles triomphent, elles s'effacent, et d'autres apparaissent, et c'est l'étude de ce jeu des apparitions et des effacements successifs qui fait à la fois la jubilation et l'importance éthique de la philosophie. Si la philosophie peut nous aider sur le plan éthique, c'est en nous enseignant à supporter ces apparitions et ces effacements des figures de la vérité. Ce qui fait qu'on peut lire Michel Foucault à la fois comme quelqu'un qui nous rend visibles des formes estimables, aimables, voire grandioses
de nous-mêmes ou de ce que furent d'autres que nous-mêmes, et en même temps quelqu'un qui nous apprend à affronter le discontinu, ce qu'il y a d'abyssal dans l'histoire, ce qu'il y a de profondément inquiétant dans ce toujours neuf qui s'ouvre devant nous et qui était, comme on sait, un des points essentiels qu'il voulait souligner dans le thème de la mort de l'homme, dans Les mots et les choses. L'idée que des formes en apparence éternelles n'étaient jamais éternelles. C'est là un fil décisif, je pense, qui lie les premières œuvres aux toutes dernières. S'il est vrai, en effet, que l'homme est né à la fin du XVIIIe siècle, s'il est vrai que l'homme est une figure dessinée à l'intérieur de notre savoir, Michel Foucault. Eh bien, il faut s'attendre à ce qu'un jour, cette figure s'efface et se dénoue. Il faut s'attendre qu'un jour, l'homme, en quelque sorte, disparaisse. Il faut en tout cas que l'honnête homme sache combien l'homme lui-même est fragile. Après tout, ce devoir d'honnêteté, eh bien, ça ne sera certainement pas la première fois qu'il se présentera sous cette forme. L'honnêteté de l'homme au XVIe siècle, à l'époque de Copernic, l'honnêteté de l'homme au XVIIe siècle, à l'époque de Descartes, consistait essentiellement à savoir à l'intérieur de quelle nature, à l'intérieur de quel monde, à l'intérieur de quel cosmos, de quelle détermination l'homme se trouve pris. De la même façon, il me semble que l'honnêteté de l'homme actuel est de savoir à l'intérieur de quel système de connaissances il est pris lui-même, à l'intérieur de quel savoir il figure, et par conséquent, son honnêteté doit consister à se mettre aux ordres d'une connaissance et d'un savoir qui le débordent largement. Je sais bien que la plupart des entreprises morales qui ont régné sur le monde occidental depuis le XIXe siècle consistent à démontrer que l'homme, l'essence de l'homme, la vérité de l'homme, l'existence de l'homme sont en quelque sorte le secret qu'il faut découvrir et la réalité qu'il faut libérer. Toutes nos valeurs depuis le XIXe siècle sont des valeurs humanistes. Mais n'oublions pas, après tout, que le mot même d'humanisme a été inventé au XIXe siècle. Il ne figure même pas encore dans le littré. Par conséquent, l'humanisme est, au fond, une sorte de thématique récente. Le marxisme, qui, à l'origine, était une réflexion sur l'économie, a été altéré et, à vrai dire, aliéné à l'intérieur d'un humanisme. Le christianisme, qui n'était, après tout, qu'une religion, a été transformé en humanisme. La réflexion de philosophes comme Husserl, de philosophes comme Heidegger, ont été, par l'existentialisme français, transformés en humanisme. L'humanisme, c'est la grande perversion de toutes les connaissances, de tous les savoirs et de toutes les expériences contemporaines. Nous devons nous affranchir de l'humanisme exactement comme au XVIe siècle, il a fallu s'affranchir de la pensée médiévale. Notre Moyen-Âge, à l'époque moderne, c'est l'humanisme. Une vie, une œuvre. Michel Foucault et les Jeux de vérité, par Christine Gohémé, avec Daniel Defer, François Ewald, François Val, Christian Jambet, et la voix de Michel Foucault. Mise en onde, Evelyne Frémy, Marie-Rose Derouet. Mixage, Monique Burger. Archives, Ina. Extrait du livre Foucault aux éditions Syros. Musique, Pierre Boulez. C'était Une vie, une œuvre aujourd'hui consacrée à Michel Foucault qui nous a quittés il y a 30 ans, le 25 juin 1984, et à qui France Culture consacre de nombreuses émissions aujourd'hui. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de notre chaîne. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, vous l'avez peut-être lu déjà en avant-première dans le France Culture papier en kiosque en ce moment, nous vous proposerons le portrait du scientifique et explorateur Théodore Monod. Mais dans quelques secondes, vous avez rendez-vous avec Augustin Trapenard. Très bon après-midi à toutes et à tous.